Je suis pas prêt, vous avez cassé mes alertes de sub, Arcbolt. Merci les gars. Ouais, ça fait avancer le sub goal tout ça, de l'épisode 3, ça m'inquiète. Je me dis là, je suis tranquille, et puis c'est bon. J'ai 7 semaines pour l'épisode 2, après ça... Puis là, je vois les chiffres qui montent. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, surtout que je sais que l'épisode 3 est déjà sorti en plus. Mais bon, écoutez, voilà. On assumera. On assumera jusqu'au bout. On boira le calice jusqu'à la lie. Et voilà, Fitri qui fait aussi péter. C'est foutu ça, bah. Fait chier. Plus sain. Quel enfer. Fitri qui veut encore sûrement sa foutue chenillette. Voilà. Hop, voilà, c'est noté. Je commence à connaître les habitudes de tout le monde. Hein. Au secours. Hein. Stéphane, pourrais-tu avancer le M3 Grande? Mais bien sûr. Attends, il faut que je le retrouve dans mes listes. Alors, lui, il est où? M3 Grant, il est là. Hop. Hop. Voilà. Putain. Du coup, Arcvolt peut choisir 5 véhicules. Ah non. Ah non, un seul. Ça marche pas comme ça. Avance celui qui te ferait le plus plaisir. Ah. Non mais tu sais, moi, je fais pas comme ça. Hein. J'en ai un qui me fait plaisir, je le sélectionne, tu vois. J'ai dépassé le stade où moi, je respecte la liste. Vous croyez que moi, je respecte la liste? Non mais vous, les gars, on vit pas dans le même monde. Moi, je vois un truc qui me plaît, je le prends. Ah non, hey. C'est pas une démocratie, hein. Non, généralement, je prends les trucs comme ils viennent. Et dans les trucs qui viennent, genre dans les 5 qui viennent, je prends celui qui me plaît le plus, vous voyez. Voilà, je fais comme ça. A plus, le Junker 52 ou le C47? Quelqu'un peut lui répondre aimablement. Quelqu'un peut-il répondre à Appius? Parce que je suis quasiment sûr que nous avons fait sont déjà fait, connard infi. J'avais dit poliment. Le Junker 52 et le C47 sont des Warbirds qui ont déjà été faits. Hein? Pas mal quand même. On a fait combien de Warbirds et de Wartank au total? Les deux mis ensemble. Ça fait combien? Je finis mon café, donc on a le temps de discuter un peu. Hein? T'as dit poliment, bah ouais. Le mec lâche un sub et tu l'insultes. C'est pas correct. 149. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est les trucs qui sont là depuis le début de la chaîne. C'est parmi les rares émissions qui sont là depuis quasiment le début de la chaîne. J'étais dans mon ancien appart. Ouais. Classe, hein. Je suis capable de t'écouter en live. Je sais pas si c'est une bonne chose, hein, que tu puisses m'écouter en live, hein. Ah, bravo, Infi. Attention, Infi. Attention, Infi. Un café à 20 h, mais chez moi, il est pas 20 h. Chez moi, je suis en Islande, il y a 2 heures de décalage. Chez moi, il est 18 h. Au pire, je peux en boire un à 19 h. Mais je bois pas après. Au Draftozone qui veut aussi péter des subs. Son premier sub offert, Draftozone. Oh là là, plus un. Je vois la liste qui augmente. Ça me rassure pas, ça. On était déjà à 6. Oh là là, 6, 7. Oh mon dieu, l'enfer, ça. T'es en Islande, eh ouais. Eh ouais, je suis en Islande. Tant de merde. Tant de merde, il fait que pleuvoir et tout. Même mes plants de tomates n'arrivent pas à pousser. C'est l'enfer. Ah bah, à part traiter les gens d'enculés, hein, forcément, voilà. Ah, Warbird, on en est à 213 sur YouTube. Non, Warbird et Wartank, les deux mis ensemble. Putain, c'est impressionnant, si c'est le cas. Bon, écoutez, on est là pour traiter de ce bel avion. Le Kate. On a déjà traité du Kate, c'est pas le Kate. Hop, c'est le Nate. Le Nate, c'est son nom du renseignement anglo-saxon. Hein. Le Ki-27. Je crois pas qu'on ait déjà parlé du Ki-27. Peut-être indirectement quand on a traité d'autres avions de cette génération-là. Mais c'est vrai que le Nate, il me semble qu'on ne l'a jamais abordé. Le Nate ou Abdul, absolument, Abdul, voilà. Abdullah, Abdul qui est un autre terme. Vous avez le renseignement américain et le renseignement... un Wargun sur la Thompson, ça éventuellement. Mais je voudrais pas que ça devienne trop commun qu'on fasse des Warguns. Mais il y en aura un de prévu de Wargun sur la Thompson, voilà. Pourquoi l'Islande n'aime pas les Français, racistes? Bah ouais, bien sûr. Bah bien sûr que j'aime pas les Français.
Incroyable. Oh, Panouz 34 mois, comment tu vas? La forme ou quoi, Panouz? Le prochain Warden, ce sera sur le 40. Mais ouais, la Thompson sera sur la liste des Warguns que j'ai envie de faire. Je crois pas que j'ai fait le... Voilà, regardez, lui il est en Suède. Regardez, Alex Payot il est en Suède. Voilà, réfugié politique. Bah ouais, j'ai fui, hein. Après avoir fait une tentative de fraude pour Jean-Luc Mélenchon, j'ai été forcé de m'expatrier. Voilà, soutenir le Hamas et tout, tu vois, j'ai dû faire des choix. J'avais les jeunesses bardélistes aux fesses, n'est-ce pas? Le micro a sacrément changé les premiers Warbirds, mais les premiers Warbirds c'était il y a longtemps. Hein. Les gens vous vous rendez pas compte, mais les premiers Warbirds c'était peut-être il y a 10 ans quoi. Les tout premiers en vidéo, ah c'était un peu de la merde hein, en termes d'organisation et tout. Là il y a un boomer. Il y a un boomer, je crois, la semaine dernière, il est venu sur une des vidéos des tout premiers Warbirds. Genre le Mosquito, affreux. Et le mec m'a dit, ouais, tu sais pas parler, ton son est merdique. Je dis, mais mec, c'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans. Je l'ai pas osé traiter de boomer, mais j'en pensais pas moi. Bon, je m'arrête là. Parlons du Nate. Donc le Nate, ce soir on va parler uniquement, enfin presque, de l'armée de terre japonaise, d'accord? L'armée impériale. Le Nate, vous le connaissez peut-être pas, parce que c'est un avion qui est déjà en cours de remplacement quand la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique commence. Est-ce que vous connaissez son successeur au Nate? On l'a déjà traité dans Warbird. Le successeur du Nate. C'est qui? Le successeur du Nate. Lui est très connu, et n'est pas un mauvais avion. Le Zéro, eh ben non! Eh ben non, c'est pas le Zéro, justement! Le Zéro, c'est la marine. Là, c'est l'armée de terre, absolument. C'est le Ki-43, Oscar ou Hayabusa. Voilà. Donc le Nate, le Ki-27, le Nakajima Ki-27, est l'avion qui est avant le Ki-43, Oscar. Et cet avion va être la colonne vertébrale de l'aviation de l'armée impériale de 37 jusqu'en 41-42. Donc c'est un gros morceau. Ils en ont quand même fait plus de 3000, 3300, ce qui est énorme de 37 à 41. Et cet avion va servir jusqu'en 45. Ils en avaient tellement qu'ils vont les modifier, ils vont en faire du trainee. Donc c'est un avion qui est quand même assez important, qui va faire toute la guerre, pour le meilleur comme pour le pire. Puisqu'ils vont même l'envoyer avec des bombes de 500 kg dans les dernières semaines de la guerre. Ils vont même le faire décoller pour des missions de chasse au Japon en août 45. Ça va se faire étrier par du L4. Donc ouais, c'est un avion qui a sa place dans le panthéon des avions japonais de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément très connu. Donc on va commencer par le commencement. C'est pour faire quoi les bombes? Regarde, tu prends un avion, tu lui mets une bombe de la genre de 500 kg. Et tu le fais plonger à la verticale, depuis 2000-3000 mètres. Il va arriver à 1000 km/h, et il arrête pas sa bombe. Il va directement aller percuter le bateau. Et tu vas voir, il se passe quelque chose d'assez incroyable quand tu fais percuter un avion à plus de 800 km/h avec une bombe de 500 kg. Voilà, c'est ça. Voilà c'est pourquoi faire la bombe. C'est être japonais, ça. Ça apparaît assez tardivement. Les missions kamikazes apparaissent tardivement. Les premiers kamikazes, c'est en septembre 44, Golfe de Leyte, et c'est un peu des accidents. Il va falloir attendre 45 pour avoir vraiment des idées de saturation et de suicide. Donc là, on est bien loin de ça, d'accord? On va retourner en 1935. Regardez ça, c'est le dernier biplan japonais. C'est le Ki-10, le Nakajima Ki-10. Pardon, le Nakajima, je me suis trompé, c'est le Kawasaki. Kawasaki Ki-10, matez-moi le joujou. Cet avion, c'est assez dingue. Hein. Oh, Lucas qui fait péter son sub sur YouTube. C'est rare que j'en ai sur YouTube, c'est cool. Je te remercie, mec. Niveau 1, merci beaucoup. Donc ouais, voilà le Kawasaki Ki-10. Dites-vous que cet avion, les Japonais ont conscience qu'il est totalement obsolète, d'accord? Il va voler en 35. Ses successeurs, parce qu'on va dire tous les protos de l'appel d'offres, dès qu'il arrive, l'avion vole, il est même pas encore en service que les Japonais font déjà un appel d'offres pour le remplacer. Ils ont conscience que l'avion, c'est un peu de la merde, quoi. Voilà.
Et ils vont... donc, moins d'1 an après, le Ki-27, il va voler. Ça vous dit un petit peu l'innovation technologique à l'époque. L'avion est... Le Ki-10 est même pas encore en service. Qu'il est déjà en train d'être remplacé par des avions plus modernes. Donc c'est vrai que le Ki-10, ils vont quand même en faire près de 500. Donc ça va être jusqu'en 36, ça va être l'avion de l'armée impériale, l'avion de combat de l'armée impériale. Du mal à imaginer encore des biplans, mais c'est vrai qu'on est dans cette période du milieu des années 30, et il y a un paquet de biplans encore en service, chez tout le monde. Les soviétiques ont le I-15, le I-153, les anglais ont le Gloster Gladiator, j'ai déjà parlé des CR-32, CR-42 chez les Italiens. Donc c'est vrai que les Japonais sont dans cette génération d'avoir encore des biplans, même s'ils vont rapidement faire une transition sur des moteurs plus modernes. Quand cet avion il rentre en service, ou en tout cas quand il commence à voler en 35, ça c'est l'armée impériale. Quelqu'un sait c'est quoi l'avion de la marine à ce moment-là qui vole la même année? Un avion dont on a déjà traité dans Warbird. La marine fait voler un avion d'ailleurs pas dégueulasse du tout à l'époque, le A5M, absolument, on va l'appeler le Claude. Voici le A5M, qui est aussi un avion pas dégueulasse pour l'époque, le A5M. Son successeur sera le 0, le A6M. Et il s'avère que Mitsubishi, donc le A5M, la boîte derrière le A5M, ils vont se dire, et si on proposait le A5M à l'armée de terre? Donc, sans même appel d'offres, sans même qu'il y ait un appel d'offres, en mai 35, on a Mitsubishi qui vont proposer, voici le Ki-18, qui est rien d'autre qu'un A5M pour l'armée de terre, et ils vont leur dire, en 35, regardez, on vous propose un prototype. Je vous cache pas que passer du Ki-10, la même année, à quelques mois près, passer du Ki-10 à ça, alors... L'avion a été testé par le centre d'expérimentation de l'armée de terre, et les retours étaient incroyables. Donc ça, c'est l'avion de la marine. C'est l'avion de la marine impériale japonaise. Attendez, je vais foutre mon chat sur l'écran. Pardon. Hop. Oh, j'ai trop de photos encore, putain. Hop. Donc ouais, l'armée de terre, les équipes de test de l'armée de terre disent « On le veut, il est génial !» par rapport au Ki-10. Donc, à l'époque, l'armée de terre pense et est en train de lancer l'appel d'offres pour le Ki-10. Et là, et Mitsubishi court-circuite tout ça en disant « On vous propose le même avion que la marine avec un nom différent. » L'armée de terre a dit non, juste parce qu'elle voulait pas le même avion que la marine, littéralement. Ils ont dit non. C'est le même avion que la marine, oui, mais avec un nom différent, on n'en veut pas. Ils ont refusé le A5M, alors qu'il était excellent. Qu'il avait été testé et tout par les pilotes de l'armée de terre, qu'il adorait. Et les mecs, Lego, complètement, Lego. Mais c'est comme ça que fonctionne le monde japonais de l'époque, les luttes intestines dans de la marine. La marine et l'armée de terre auront leurs avions spécifiques, et on n'aura jamais des avions qui seront employés par les deux. Pourtant, ça aurait résolu peut-être bien des problèmes au niveau logistique et organisation du complexe militaro-industriel. Ils ont pris quoi à la place? Ils ont pris quoi à la place? En tout cas, vu qu'ils ont refusé le Ki-18, qui était la version pour l'armée de terre du A5M, ils ont lancé un appel d'offres en 35, et on a destiné à remplacer le Ki-10, et on a quelques avions très intéressants qui sont arrivés. Donc on a Kawasaki qui a proposé un avion, on a forcément Mitsubishi. Ils ont peut-être refusé le A5M, mais regardez, ils ont proposé ça. Donc ça, c'est encore une autre variante du A5M. C'est pas le Ki-18, c'est le Ki-33. Voilà le Ki-33, qui est... alors, à l'époque, Mitsubishi, on a un peu rien à foutre de cet appel d'offres. Ils ont déjà fort à faire avec le contrat de la marine. Ils ont aussi le Betty qui est en train d'être introduit. Ouais. C'est pas la priorité. On va dire ça comme ça. Mais voilà le Ki-33 qui ressemble quand même vachement à la 5M. Donc Mitsubishi va quand même participer. Des moteurs en étoile énormes, absolument. Je l'ai souvent dit, les Japonais ont un problème avec les moteurs en ligne. Très peu de pays au monde peuvent faire des moteurs en ligne. Mais n'oubliez pas le Ki-10. Le Ki-10.
c'est un moteur en ligne. Très intéressant. Kawasaki va donc proposer, voici le proto de Kawasaki. Matez s'il n'est pas beau. Voici le Ki 28. Un Ki 28, moteur en ligne. Kawasaki ne se sont pas fait chier. Dites-vous que c'est le même moteur que le Ki 10. Quasiment le même moteur. Moteur BMW, mais arrête de me spoil mon exposé. En effet, Kawasaki a mis sa main sur la licence pour le BMW 6A, qui est un moteur allemand. D'ailleurs, les Russes aussi ont mis la main sur cette licence. Vous connaissez le TB3, le bombardier soviétique TB3. Bah, les moteurs Mikulin sont des moteurs BMW 6 construits sous licence par les soviétiques. Bah, dites-vous que les Japonais ont fait la même chose. Ils ont acheté, début années 30, ce moteur allemand. Ils l'ont forcément adapté pour leur industrie. Et ils ont ainsi pu développer, entre autres, le Ki 10. Et après, ils se sont pas fait chier pour le Ki 28. Regardez-le, c'est le même moteur. Moteur BMW adapté. Donc, très intéressant. Donc, on a le Ki 28. On a le Mitsubishi qui est aussi là. Le Ki... Hop, non, le Ki 33. J'ai perdu mon Ki 33. Voilà, Ki 33. Ces avions sont plus rapides que le Ki 27. Vous pouvez vous en douter, hein, toute l'histoire de ça, c'est que c'est le Ki 27 qui va gagner. Et on peut se poser légitimement la question de pourquoi c'est le Ki 27. Il me semble que j'avais mis une photo du proto du Ki 27. Attendez. Attendez. Où est-ce qu'il est, mon... il me semble que j'avais un... Kawasaki... J'ai oublié de mettre une photo. Bah ouais, généralement, des fois, je mets des photos à la dernière seconde. Et là, j'ai oublié forcément... Oh là là, Onyx sa mère qui fait péter les 7, on a offert 66 sur la chaîne. J'espère que tu peux te permettre d'en lâcher autant, Pépé, hein. Et tout ça pour que je mate les anneaux de pouvoir, en plus. Ah, c'est pas un cadeau, ça, hein. C'est pas un cadeau du tout, hein. Bon, je la trouve pas, tant pis. Donc ouais, en tout cas, c'est notre... il est là. Bingo, voilà. Et voici notre Ki 27. C'est le premier moteur en ligne japonais. En tout cas, ouais. Et c'est avec des avions, c'est avec des moteurs fabriqués sous licence. Les Japonais n'ont jamais fait vraiment leur moteur en ligne. Ils ont acheté des licences comme les Russes et comme pas mal. Ça me permet de devoir souffrir à ma place. Écoute, au moins je m'amuse avec mes marionnettes et mes Lego. Voilà, je m'amuse comme je peux. Donc voilà les trois compétiteurs. Très intéressant. Le Ki 27 est le moins rapide des trois. On aurait pu se dire que les Japonais auraient choisi l'avion avec les meilleures performances. Ils vont pas prendre l'avion avec les meilleures performances. Ils vont prendre l'avion le plus lent, mais ils vont préférer Nakajima et le Ki 27 pour des raisons techniques. Déjà, le moteur en étoile est pratique pour le refroidir, pour l'entretien, la fabrication. Le train d'atterrissage sorti, on peut aussi se poser les questions de cette génération. De pourquoi est-ce qu'on a ces trains sortis. C'est vrai qu'on a des avions à l'époque comme le I-16. Le I-16 qui est une merveille de sa génération. Le I-16 a déjà un train rentrant. Et c'est vrai que les Japonais vont faire le choix technologique de garder des trains sortis. Simplement que si vous voulez rentrer votre train, il faut déjà tout le dispositif qui va avec, hydraulique ou électrique. Ça prend du poids. Et ce qui prend du poids, bah, c'est l'ennemi de la maniabilité. Et les Japonais, avec le Ki 27, vont faire le choix de la maniabilité contre la vitesse. Et c'est la maladie japonaise de l'époque qui commence avec l'ultra maniabilité, où on sacrifie énormément. Mauvais aérodynamisme. Ouais, mais tu compenses par un meilleur poids. Les Japonais ne cherchent pas la vitesse, ils recherchent la maniabilité. Et ils vont faire le sacrifice de la perf pour une maniabilité à l'extrême. Et le Ki 27 est un fantastique dogfighter. Tout comme le seront le Ki 43 Oscar. Mais forcément, on est encore milieu années 30, aucun blindage, aucun réservoir auto-obstruant, l'avion est fragile, il est aussi très faiblement armé. On est comparé à un Zéro qui a déjà du canon et tout ça. Là, on a un avion qui a que deux mitrailleuses, deux petites mitrailleuses de 7.7, même si, par rapport aux avions contemporains, ça reste encore pas catastrophique. Mais c'est vrai que l'armement est plutôt léger.
Et les Japonais vont faire le choix. Et n'oubliez pas que le train fixe est aussi pratique pour simplement... Les Japonais ont conscience qu'ils vont peut-être faire la guerre ou opérer sur des terrains d'aviation de fortune. Ils veulent des trains d'atterrissage extrêmement robustes. Et ils vont préférer avoir des trains fixes. Parce que le train fixe va être plus solide, plus robuste. Et ça, c'est un choix japonais qui est totalement compréhensible quand on voit où ils vont aller faire la guerre dans les 5-6 prochaines années. Voilà, le train nul du BF-109, absolument. Quand vous voyez un BF-109, vous êtes là, putain... Non, les Japonais ont des gros trains d'atterrissage solides. Voilà. Donc ouais, notre premier proto là, donc notre Ki-27, donc les autres, vous pouvez vous en douter, vont pas être sélectionnés. C'est notre Ki-27 qui va, malgré le fait qu'il n'ait pas les meilleures performances, qui va être sélectionné. Et comme je vous dis, c'est pas forcément un mauvais avion, c'est pas un avion le plus rapide, mais c'est un superbe dogfighter, facile à entretenir, facile à produire. Vous pouvez le faire opérer sur des terrains de fortune. Et il va rentrer en service à partir de 37. Donc il va remplacer les Ki-10. Et en plus de ça, on va équiper des nouvelles escadrilles. Rappelez-vous, ils vont en faire 3300 en même pas 37, 38, 39, 40, 41. En 5 ans, ils vont en faire 3300. Et on parle de l'industrie japonaise. En comparaison, le A5M, donc le Claude, ils vont en faire 1000. Ça vous montre un petit peu à quel point le Nate, le Ki-27, va devenir la colonne vertébrale de l'aviation de chasse de la marine impériale. Jusqu'en 42. Ça va faire la Seconde Guerre mondiale, ça. Ils vont aller au carton avec ça. Et bah, les avions, on va commencer à les voir apparaître sur les théâtres d'opération, que ce soit en Chine. Il arrive pile poil pour la guerre en Chine. Donc on a toute une génération de pilotes japonais qui vont apprendre avec cet avion et aussi l'ultra maniabilité qu'il offre. Et ça va être un problème. Puisque les Japonais, à cause du Nate, en tout cas pour l'armée de terre, ne vont jurer que par la maniabilité à outrance. Et ça va influencer après le design du Ki-43, qui aura les mêmes problèmes d'un avion peut-être trop maniable et pas assez protégé et tout ça. Donc ouais, nos Ki-27, bah, ils vont faire... on va le retrouver partout, où les opérations japonaises, en plus l'armée de terre, hein, en face ils ont quoi les Chinois? Ils ont de la merde. Les Chinois, faudra attendre quelques temps pour qu'on ait les tigres volants avec du P-40 et tout ça. Et ouais, pas avant 1940. D'ailleurs, l'arrivée des premiers P-40 sera une terrifiante surprise pour les Nate. Générationnellement parlant, mais aussi en termes de puissance de feu. C'est un avion qui va vite être obsolète. Néanmoins, c'est un avion qui va avoir ses heures de gloire. C'est un avion qui va avoir ses heures de gloire. On va avoir toute une génération de pilotes japonais qui vont faire leurs armes là-dessus et qui vont devenir de très bons pilotes là-dessus. On l'oublie, mais l'heure de gloire du Nate, c'est à Khalkhin-Gol. En 39, on va avoir... alors que la Russie, l'URSS et le Japon ne sont pas en guerre, on va avoir des opérations frontalières majeures dans les airs, sur terre, et on va avoir une guerre ouverte locale entre la Chine et l'URSS avec des très violents combats aériens. Et on va avoir les pilotes japonais, donc c'est la chasse gardée de l'armée de terre. On a les pilotes de Nate qui vont aller se frotter, entre autres ADI-15, ADI-16. Et c'est vrai que dans les premières phases des combats qu'on va avoir en 39 à Khalkhin-Gol, les Japonais vont se tailler sans aucun problème la part du lion face aux I-15 et aux I-16. Les Soviétiques vont très très vite apprendre à utiliser leurs avions. Ils vont aussi alourdir leurs avions. Hein. Les premiers I-16 qui arrivent avec des canons de 20 mm, ça va être une terrifiante mauvaise surprise pour les Nate. Les Nate qui sont très légers en armement vont commencer à voir arriver des Soviétiques en nombre, mieux armés, même si le I-15 est... ça valait quoi un pilote chinois? Bah, les Chinois, ils n'avaient pas beaucoup de pilotes déjà. Hein. Par contre, les pilotes japonais à l'époque vont très rapidement devenir parmi les meilleurs du monde en termes d'expérience. Et cette expérience, ils vont l'amener jusqu'en 42, 43 pour certains. Au moins d'impact, c'est fini pour le Nate. Alors imagine un obus de 20 mm.
les Rata qui arrivent avec des canons de vin, là, axiaux, là, ouh là 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 là. Donc ouais, les Soviétiques vont très rapidement trouver la parade honnête, tant au niveau de la tactique que de l'armement. Et même les I-153, les biplans et tout ça, étaient aussi de redoutables adversaires. Donc on a du mal à imaginer ces combats aériens de dingue au fin fond de la Sibérie, entre des I-16, des biplans, des I-15, I-153 et des Nate. Pourtant, on a eu ces combats. Et on a eu des as. On a eu des as japonais et tout ça, sur ces fronts-là. Quand vous voyez le nombre... Les Ki-27, ça a affronté du canon de 20 mm aérien, oui, oui. Les I-16 soviétiques. Les derniers modèles de I-16 soviétiques ont des canons de 20. Et c'est... ça... Ah, c'est pas fait pour encaisser du 20 mm, hein, le Nate, hein. Donc ouais, les Japonais vont subir de plein fouet la montée en puissance de l'armement soviétique. Et aussi des tactiques qui vont avec. Et là, les Japonais vont se rendre compte que le Ki-27 est obsolète. Tant au niveau... la manœuvrabilité, c'est bien, mais ça fait pas tout. L'armement est trop léger. Donc très tôt, les Japonais vont commencer à penser à faire des nouvelles versions. Entre autres, le Ki-27B, où on va mettre des drop tanks, des réservoirs supplémentaires, largables. On va aussi mettre des bombes. Le Ki-27 va être transformé en Yabo, en chasseur-bombardier. Il pouvait embarquer 100 kg de bombes, 4 bombes de 25. Et on va même alourdir l'armement en mettant une 12-7 et une 7. Mais ça reste très léger en termes d'armement. Quand vous voyez l'armement des contemporains en 39, ça commence à être un peu léger. 2 mitrailleuses et même une seule 12-7. Après, les Italiens étaient aussi très légers. Hein. Donc ouais, on a des très très belles photos. Et comme l'avion garde des avantages qui sont adaptés pour ces théâtres d'opération extrêmement rustiques. Ne serait-ce qu'il peut opérer sur des terrains dégueulasses. Regardez, très intéressant, de la maintenance, le moteur. Et à cause de la neige, ils ont enlevé les garde-roues. Parce que la neige a tendance à s'accumuler et à bloquer les roues. C'est la même chose avec la boue. Vous verrez souvent des Stukas sans ces protections-là, pour éviter que la boue et la neige se mettent dedans. Donc là, on a un Nate en opération en Extrême-Orient. Sûrement en Mandchourie. Donc ouais, l'avion, malgré qu'il va commencer à subir la technologie soviétique, l'avion reste extrêmement pratique, parce que les Japonais l'ont designé pour être facile à entretenir, facile à opérer sur des terrains de fortune, et ça va être une de ses grandes forces, jusque encore pour plusieurs années. Et il est aussi solide. Il est solide. Encore moins aérodynamique. Ah ça... Non mais comme je dis, le but de rechercher n'est pas forcément la vitesse, plus que la manœuvrabilité. Et c'est vrai que Nakajima a designé l'avion pour la manœuvrabilité. Donc ouais, c'est un beau joujou. On a des très belles photos des Nate à Khalkhin-Gol. Regardez ça. Classe, hein. Donc ouais, le Nate, l'année 39 est un peu l'année du début de l'obsolescence. Où dans les dernières phases de Khalkhin-Gol, les Russes vont être capables de reprendre la supériorité technologique sur la manœuvrabilité du Nate. Et ça, les Japonais auraient déjà dû se rendre compte de l'obsolescence de leur avion. Et pourtant, ils vont bien lancer quelques programmes, comme je vous dis, pour alourdir l'avion, le rendre plus versatile sur le champ de bataille. Mais il va encore rester en service jusqu'en 42 sur la ligne de front. Et vous avez encore des... C'est un bel avion, je trouve. Hein. Il a ce côté un peu rustique, mais vous avez quelques avions des années 39-40 qui ont encore ces trains d'atterrissage. Il me semble que le chasseur hollandais, le Fokker D-21, a lui aussi... Le Fokker D-21, il a aussi un train d'atterrissage fixe. Même si c'est pas la norme et que c'est voué à disparaître pour avoir de la performance et de la vitesse. On a encore quelques avions, pas dégueulasses du tout, même le A5M n'est pas un mauvais avion, qui ont ces trains. C'est un choix doctrinal japonais qu'ils ont choisi. Et d'ailleurs, ça dégagera après avec le Ki-43, avec le 0. Voilà, le Stuka bien sûr, mais le Stuka n'est pas un chasseur. D'ailleurs, les Soviétiques vont mettre la main sur... à Khalkhin-Gol, vont mettre la main sur un Nate qui vont évaluer et tester sous toutes les coutures.
sans aucun doute qu'ils ont dû se dire, ouais, fin 39, c'est un peu de la merde leur avion là, hein, comparé à un I-16, I-16 avec canon de 20 et tout, bonne manœuvrabilité, mais bonne perf aussi globale, mais ça manque d'armement et tout ça. Hein. Hop là. Alors, dès 40, les Japonais vont lancer des programmes. Le programme qui va aboutir au Ki-43 Hayabusa. Le Ki-43, souvent on le confond avec le 0, mais c'est deux avions bien distincts. Et c'est vrai que le Ki-43 va être introduit à partir de octobre 41. D'accord? Donc les Japonais ont conscience que le Nate, bah, que c'est fini pour le Nate. Donc on va avoir un avion bien plus moderne, plus lourdement armé, un meilleur avion générationnellement parlant qui est le Hayabusa qui va commencer à arriver à partir de octobre 41. Sauf que vous ne claquez pas du doigt pour remplacer un avion. Dites-vous que vous avez peut-être 30 ou 40 escadrilles qui sont équipées de Nate. Donc là, les Japonais vont mettre du temps à faire le turnover et remplacer toutes les unités en Nate, en Hayabusa. Plus d'une année. Donc en octobre 41, hein, on n'est que 2 mois avant le début des opérations. Donc on va voir des opérations. Le Nate va être utilisé comme avion de première ligne à partir de décembre 41 face aux avions alliés. Ça va affronter du Brewster Buffalo. Du Buffalo, les Buffalo de Singapour, mais aussi les Buffalo des US Marines. On va avoir ces générations d'avions, des avions pas connus, le Buffalo, le pauvre Buffalo qui est détesté, mais qui n'était pas un mauvais avion de bonne main. Le problème du Buffalo, des pilotes de Buffalo anglais et aussi des Marine Corps, c'est qu'ils n'ont pas l'expérience du feu. Et c'est vrai que le pauvre Buffalo, on va l'accuser de beaucoup de maux. Le problème, c'est qu'ils affrontent une armée japonaise totalement folle. Est-ce que le Buffalo est meilleur que le Nate? Oui. Le problème, c'est qu'en face, vous avez des pilotes japonais qui se battent, pour certains, depuis 3-4 ans. Et c'est vrai que... peut-être que le Nate, en de bonnes mains, va être capable, jusqu'en 42, de montrer qu'il est un avion extrêmement dangereux, surtout en combat aérien, malgré le fait que ses performances ne suivent plus. Et ne serait-ce que l'introduction... je l'ai dit, on a les Buffalo, mais on a aussi les P-40. Les P-40 vont être, générationnellement parlant, vont sonner le glas des Ki-27. C'est... Les Anglais sous-estiment, tout le monde sous-estime les Japonais à l'époque. Tout le monde. Et les pilotes japonais, là, ces pilotes-là ont peut-être... le Nate est peut-être un peu... a atteint la date de péremption. Il est obsolète. Mais entre les mains d'un bon pilote, c'est un redoutable avion. Et on va avoir, ouais, comme je dis, les P-40 avec les 6 mitrailleuses. Vous savez, les 6 mitrailleuses du P-40 pour le Nate, c'est... Donc non, l'avion n'est plus viable. L'avion n'est plus viable au combat dès les premiers mois de 41. Et les Japonais vont faire beaucoup d'efforts pour rapidement remplacer le Nate des unités de première ligne pour les remplacer par des Ki-43 Oscar. Parce que l'avion ne fait simplement plus le poids. Ne serait-ce que face aussi, vous avez des Hurricanes, mais vous allez avoir des Spitfire qui vont arriver. Et je parle même pas des Wildcats. Et encore plus tard dans la guerre. Ils vont pas pouvoir l'armer plus lourdement. Non, l'avion, le Ki-43 est un meilleur avion. Et ils vont, sur les Ki-27B, il y aura une mitrailleuse de 12-7. Mais ça change pas le problème que l'avion manque de performance pure. Donc, il va y avoir des tentatives pour essayer de remotoriser l'avion, mais le Ki-43 est un bon avion. Et... alors, le problème, c'est qu'ils ont des milliers de Nate. Ils ont des milliers de Nate. Ils se retrouvent avec tellement d'avions qu'ils savent pas trop quoi en faire. Donc, ils vont décider déjà de refourguer leur Nate à leurs alliés. Vous allez avoir les Thaïs, l'armée de l'air thaïlandaise, qui va recevoir les avions japonais et qui vont faire le coup de feu en Birmanie et tout ça. Vous allez avoir quelques photos des Thaïs avec leur... bah ouais, les Japonais, ils vont pas leur filer des zéros, quoi. Donc ils vont leur filer quelques Nate. On a quelques rares photos
des Nate taille. Mais bon, c'est mieux que rien, hein. C'est mieux que rien, hein. Sur un malentendu, ça peut marcher, hein. Faut essayer, hein. Et vous avez aussi le Manchukuo. Le Manchukuo qui va recevoir les fonds de tiroir japonais, dont des Nate aussi. Vous allez avoir quelques... Eh, il est pas moche, hein. Il est pas moche, le Nate, hein. Moi, je trouve que c'est un joli avion, hein. Vous lui enlevez son petit train dégueulasse, là, et ça fait un joli monoplan monomoteur de la fin des années 30. Donc, ouais, le Manchukuo qui va opérer des Nate. Hop là. Tac. Là, Mukden. Mukden en Mandchourie en septembre 42. L'armée du Kwantung. L'armée du Kwantung qui est couverte par des... voilà. Si le Manchukuo reçoit cet avion, ça va cartonner en 45 contre les Russes. Très probablement. L'avion s'est battu jusque dans les derniers jours de la guerre. Que ce soit en Mandchourie avec le Kwantung ou dans des attaques kamikazes. Ils en ont même envoyé au carton dans des missions d'interception contre l'aviation américaine. Vous imaginez ça? Vous êtes pilote là-dedans, vous tombez sur un L4 en août 45. Ouais, les Mongols ont quelques victoires sur les B-25 en les percutant, ouais. Il est utilisé comme avion suicide, hein. C'est terrible, mais c'est comme ça. Ils en ont tellement, donc ils vont en refourguer aux Alliés, mais ils en ont tellement qu'ils vont se dire... rappelez-vous que c'est un bon avion, hein. C'est un avion qui c'est une petite merveille à piloter. Ils ont même pas eu d'accident pendant les phases de pré-série, de vol d'essai, tout ça. C'est un bon avion. C'était un très bon avion. Donc ils vont se dire, bah on va en faire des trainees. Et ils vont transformer des centaines d'avions en trainees, en version biplace. On va avoir quasiment 400 ou 500 trainees. Donc ils vont prendre les vieux avions qui ont été remplacés par les Ki-43 et ils vont en faire des versions trainee. On a même des avions spécifiques comme le Mansu Ki-79. Voilà, des Ki-79. On voit qu'ils ont du camo de fin de guerre. Et ils vont utiliser certains de ces avions en trainee là, pour les collages, mais aussi pour des missions suicides. D'ailleurs, là, on voit qu'il a une bombe pour être des missions kamikazes. Allez savoir. Et ces avions vont être utilisés pendant toute la guerre pour les collages, pour faire du transit-transfert, utilisé pour la logistique. Et c'est un avion qui a rendu beaucoup de services. Comme je vous dis, c'est un avion obsolète, hein, mais on a encore parfois des accrochages. Les Thaïs ont utilisé leur Nate contre des Mustangs, contre des P-38 Lightning. Écoutez, sur un malentendu, si vous amenez un Mustang en combat tournoyant, je peux vous dire que le Nate, le Nate face à un Mustang, s'il l'amène assez bas en combat tournoyant, que le pilote américain a trop la confiance, il peut le croquer. Hein. Il faut avoir un peu de chance, hein, parce que l'armement est très très léger. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, il y a eu des captures. Hein. Les Chinois ont utilisé quelques Nate qu'ils ont capturés. Bah ouais, il y en avait un paquet en Chine. C'est un avion qui a fait toute la guerre de Chine. Hein. Rappelez-vous que on l'oublie, mais la vraie guerre pour les Japonais, c'est pas le Pacifique. C'est la guerre de Chine en termes de moyens de mobiliser. 75% des moyens humains et matériels japonais sont en Chine. Et c'est vrai que les Chinois ont mis la main sur un paquet de Nate qu'ils ont réutilisé. Ils n'avaient pas la chance d'avoir des avions et tout. Donc le Nate, vous faites avec. Hein. Vous faites avec. Hein. Pareil, les Indonésiens, regardez. Donc ça, c'est un Ki-79. C'est ça. Vous voyez? Ça, c'est un Mansu. Donc c'est une version trainee capturée par les Indonésiens. Et ça a fait la guerre civile. La guerre d'indépendance après 45, en septembre 45. Vous vous rendez compte, là, l'avion, il a plus de 10 ans. Hein. L'avion, il a volé il y a 10 ans. Et il fait encore le coup de feu dans des rébellions à la con. Mais c'était un bon petit avion. C'était un bon petit avion qui était adapté aussi à ces conditions difficiles, logistiques et rustiques. Il a été développé pour ça. C'est pas un mauvais avion. D'ailleurs, il y en a même un qui... Regardez, lui là, pas improbable que lui là, ce soit lui. Mais qu'ils aient mis un petit train d'atterrissage miniature et tout, parce que l'avion devait être une épave. Et c'est une petite reconstruction de l'original. Voilà.
Mais tu tombes sur 4 canons de 20, bah tu tombes sur un corsaire. Hein, vous tombez sur un corsaire, sur un Mustang un peu agressif. Votre pauvre Ki-27, même des L4, hein, on a des avions qui sont allés au carton. Ils les utilisent en août 45. Genre, parce qu'ils ont rien d'autre. Ils les envoient au carton sur les flottes américaines. Ils font des missions de combat avec. C'est un bon dogfighter. Mais c'est totalement obsolète. Mais quand vous avez rien d'autre, bah, vous faites avec ce que vous avez. Et bah, le pauvre avion, ça va voler jusque même après la guerre. Parce qu'on a les Thaïs et les Indonésiens qui vont continuer à les faire voler. Donc ouais, ça reste un avion important au niveau générationnel. Parce que c'est quand même un avion qui a fait toute la guerre. C'est un avion qui arrive entre la transition entre les biplans, monoplans, monomoteur. Et ça va paver la voie pour les pilotes japonais en termes de style de combat. Avec la manœuvrabilité à outrance, mais des avions aussi extrêmement vulnérables. Mais ouais, c'est un avion qui est important générationnellement. Ils ont fait plus de 3000, hein, on oublie, mais c'est 3 fois plus que le Claude. 3 fois plus que le A5M. Et c'est vrai que c'est un avion qui va être énormément utilisé, qui n'est pas connu. Comme beaucoup d'avions japonais, en fait. On connaît généralement... Les avions japonais, tout le monde connaît le Hayabusa, le Zero, le Betty. Puis vous enlevez ces 3 avions... Et généralement, on oublie que lui, ce chasseur-là va couvrir toute la période de 37-42. 37-42, ce qui est quand même 37, 38, 39, 41. C'est 50 guerres. Les Japonais font la guerre de 37 à 45. Donc c'est un avion qui va beaucoup faire la guerre. Beaucoup faire la guerre. Donc ouais, c'est un avion à connaître, je pense. Et c'est absolument pas un mauvais avion. Le problème, c'est qu'à l'époque, la technologie va tellement vite que vous êtes bon en 37 ou en 38, puis en 39, vous êtes obsolète, quoi. On est sur ces marges de progression assez folles au niveau technologique. Donc c'est vrai qu'en 45, les pauvres Ki-27, c'est une catastrophe, hein, mais pourquoi pas? Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, hein. L'armée japonaise prenait beaucoup de photos. Non. Surtout sur la fin de guerre. Sur la fin de guerre, on a très très peu de photos. C'est souvent un des problèmes que j'ai. On a beaucoup de photos d'avions détruits. Ou alors les Américains ont pris beaucoup de photos en arrivant au Japon. Ont pris des photos d'aéroports entiers. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de... Quand ça commence à beaucoup perdre, la propagande japonaise a arrêté de prendre des photos. Hein. Voilà. Donc ouais, un joli avion. La semaine prochaine, on fera le Gloster Meteor. Gros avion à traiter. Là, on aura de la photo. Là, on aura de la photo. Gloster Meteor la semaine prochaine. Bel avion à réaction. Pas très connu et on le compare souvent à tort au Messerschmitt 262. Mais je vais défendre le Meteor contre le 262 sans aucun doute. Je déteste le 262, à juste raison. Allez voir le Warbird sur le sujet. J'ai de l'argument pour. Et on parlera du Gloster Meteor. Et de sa carrière, parce qu'il a eu une sacrée carrière, le Meteor. Et sinon, un avion d'attaque au sol, ouais, il fait tout le Meteor. Il fait tout le Meteor, c'est une bonne à tout faire. Quelle heure il est? Ok. À 9h30, on lance les gobos. Cet après-midi, j'ai refait toute la campagne en solo, là, j'ai passé les 26 premiers tours, c'est sauvegardé. Baline va arriver. J'ai réussi à optimiser un petit peu. J'ai réussi à opti. Donc j'ai mes 2 Wranglers et mes balistes. Et on va pouvoir faire commencer direct par la bataille quasiment. Voilà. Puis on espère que ça va bien se passer. Sinon je vais avoir l'air très 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 con. Bon, je m'arrête là. Peut-être à 9h30. Et sinon demain, j'avais prévu de faire du Command Ops avec Kat. Mais Kat n'est pas dispo. Donc je me dis que je ferai peut-être le Divide and Conquer avec le Gondor en soirée. Voilà. On verra bien. Ou alors, j'ai Star Trucker à découvrir. Il y a la boîte de Star Trucker et ils m'ont envoyé la clé pour Star Trucker. J'étais prêt à m'affamer pendant une semaine pour pouvoir me payer Star Trucker. Mais Star Trucker, j'ai envie de chill, quoi. Donc je pense que je vais le garder pour vendredi soir, ou alors l'inverser.
Je vais me démerder. Bon, sur ce, passez une bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Et sinon...